Je vous propose donc d'évoquer quelques mots avant de lancer ces rencontres. Déjà, un premier, quelques mots déjà pour remercier en fait nos différents partenaires. Donc, bien sûr, la DPMA qui a organisé en fait ce cycle en collaboration avec Correspondance Digitale. Le Quotidien de l'Art, qui est notre partenaire média, qui a donc relayé en fait au sein de son journal ce webinaire, ce cycle, et enfin aussi le mois de l'innovation publique dans lequel s'inscrit ce cycle de webinaires. Ce cycle de webinaires en fait est composé de trois rencontres qui auront pour thème l'innovation, l'idée étant de voir dans quelle mesure une crise grave, comme le disait Sylvain Matucci, et dramatique, peut aussi être le fruit d'un ensemble d'opportunités ou en tout cas de transformations, de mutations, que ce soit dans les relations au public, donc on verra dans quelle mesure, et ça sera le thème particulièrement que l'on traitera aujourd'hui, mais on verra aussi comment cette crise finalement peut aussi faire rendre plus dynamique en fait certains modes de collaboration, certains modes de travail, peut faire aussi évoluer les organisations des institutions culturelles. Et enfin, on partagera aussi un ensemble de sujets autour de la monétisation en ligne. Cette crise sanitaire est aussi une crise économique, qui sera une crise forte pour tout ce qui concerne les ressources propres en fait, des lieux culturels. Un ensemble d'enjeux économiques et de questions se posent, et donc on les adressera aussi lors d'un troisième webinaire. Donc trois rencontres qui auront lieu en fait durant les 3 jeudis qui se succéderont à partir d'aujourd'hui, et pour lesquels j'espère vous pourrez être des nôtres. En tout cas, nous souhaitions vous remercier parce que vous êtes extrêmement nombreux à vous être inscrits. Nous sommes très heureux et j'espère que ces différentes thématiques vous intéressera. Donc, pour démarrer, ce que je vous propose, c'est peut-être d'évoquer quelques chiffres, quelques grandes tendances qui permettront de mettre en perspective la rencontre dans laquelle nous sommes. Donc déjà, en fait, cette rencontre a pour thème les relations au public. Peut-être revenir quelques instants sur qu'est-ce qu'un public. Donc, qu'est-ce que sont les publics? C'est une notion, en fait, finalement, qui s'est développée, qui n'est pas nouvelle. Ce n'est pas, en fait, la crise sanitaire que nous vivons qui nous le révèle, loin de là. Ce qui est intéressant, c'est de voir une tendance longue, de voir notamment, et c'est Olivier Donat qui nous propose cette mise en perspective, notamment dans une ressource qui s'appelle Public en ligne, Public in situ, qui est vraiment passionnante, et je vous encourage à la lire si celle-ci vous intéresse, qui évoque déjà le fait que dans les publics, on a pris conscience tout d'abord à partir des années 60 de la notion de non-public, notamment en fait pour engager des politiques de démocratisation culturelle, où l'idée c'était de s'ouvrir et d'aller toucher des publics qui, pour le coup, n'étaient pas forcément des publics qui étaient sensibilisés finalement à une offre culturelle ou patrimoniale. Donc, il y avait une nécessité de les reconnaître pour ensuite développer des politiques de démocratisation culturelle fortes. Ce qui est intéressant, c'est que ces premières notions s'est enrichies ensuite au début des années 80 par une autre notion. On a une prise de conscience aussi de la pluralité et vraiment de la richesse de ces publics-là. Publics qui sont jeunes, donc qui nécessitent aussi une politique adaptée, segmentée et particulière, public spécifique, public en situation de handicap, public empêché. Aussi, nous sommes tous devenus d'ailleurs durant cette crise sanitaire, publics aussi touristiques et internationaux, où là, on s'est rendu compte, notamment avec cette crise, à quel point ces publics-là pouvaient être importants pour certains monuments et musées nationaux, et donc l'impact de cette crise sanitaire a été particulièrement fort aussi sur ces publics-là. Et enfin, début des années 2000, ont été intégrés dans les réflexions des sites patrimoniaux aussi la prise en compte des publics en ligne, considérant à partir du moment où on a commencé à investir le champ de la présence en ligne, à partir de 1995 avec les premiers sites web, 2003-2004 les premiers réseaux sociaux, on a pris en compte finalement l'ensemble de ces publics-là, publics en ligne, qui sont des publics avec des besoins spécifiques, et on le verra, qui ne sont pas forcément les mêmes publics que les publics in situ, même si on y retrouve certaines caractéristiques. Donc tout ça pour dire que finalement, quand on parle de public, on parle finalement en fait d'une réalité assez complexe qu'on va essayer de décrypter avec nos différents intervenants. Certaines
mettront plus le focus sur les publics internationaux, d'autres sur les publics locaux, certains sur les publics physiques, d'autres sur les publics en ligne. Donc tout ça, en fait, effectivement, on le repartagera plus amplement avec nos différents intervenants. Deuxième chose que je souhaitais partager avec vous, c'est le fait que quand on parle de public in situ, public physique, on n'entend pas forcément la même chose que les publics en ligne. On l'a vu durant le confinement, on est tous devenus, entre guillemets, des publics en ligne, et pourtant ils ont des caractéristiques qui sont propres. On considère par exemple, et c'est une étude notamment du ministère de la Culture qui l'évoque, suite à une étude de 50 ans de pratique culturelle en France, que plus de la moitié des publics en ligne se rendent également in situ. Pour autant, on peut s'interroger sur le fait que cette moitié de publics en ligne qui se rendent également in situ n'était-il pas finalement préalablement déjà des publics physiques? Et toute la question qui va se poser, à laquelle on donnera aussi quelques éléments de réflexion, à mon sens, ça sera aussi d'évoquer comment le fait de mieux marquer sa présence en ligne permet d'élargir ces publics, et est-ce que réellement ça permet de contribuer à une réelle diversification. Comme vous le voyez dans les deux boîtes qui vous sont présentées ici, 62% en fait des publics in situ ont plus de 40 ans, c'est 72% en ligne, donc ça permet aussi déjà de casser quelques idées reçues. Par ailleurs, on le remarque, le nombre de diplômes supérieurs, le nombre de sondés qui ont un diplôme supérieur qui se sont rendus dans les 12 mois dans un lieu culturel sont pour 53% donc, diplômés d'un diplôme supérieur et 49% en ligne. Donc, vraiment un élargissement sans diversification. On verra si le fait d'avoir basculé complètement en ligne a permis d'élargir et de toucher d'autres publics. Donc, ce qui nous intéressait aussi dans cette rencontre, c'est de revenir sur 3 temps. Un premier temps, le confinement qu'on a vécu, donc le premier en mars-avril, qui a permis de façon assez notoire de mettre en avant toute une politique de présence en ligne des établissements culturels qui préexistait au confinement et qui a été particulièrement valorisée durant cette période, qui a consisté notamment à remplir tout un ensemble de besoins, d'avoir un rôle social auprès des publics, notamment pour apprendre, s'évader, se divertir, faire une activité avec ses proches ou occuper ses enfants. Alors, là, je vous invite à consulter l'étude de Guest Views, Demain je reviens, qui évoque justement la pluralité finalement des approches qu'ont eu les publics en ligne durant cette période. Ces lieux patrimoniaux se sont ancrés, ont vraiment en fait développé déjà, ont récupéré des contenus qui existaient déjà pour les valoriser durant cette période assez sidérante, ont créé aussi de nouveaux contenus, on le verra tout à l'heure notamment avec par exemple le mémorial de la Shoah, et aussi ont accompagné la créativité, ont accompagné en fait un ensemble d'activités culturelles à la maison qui ont été donc proposées à ces publics en ligne. Donc un temps assez riche sur lequel il est important de revenir. Un deuxième temps en fait qu'on partagera aussi avec notre panel d'intervenants, c'est le temps du déconfinement, celui qu'on a vécu, pour lequel on pensait peut-être naïvement qu'il perdurerait, donc qui a consisté finalement à maintenir ou éventuellement réduire cette activité en ligne qui était complètement inédite, mais aussi aménager les parcours de visite pour répondre à un ensemble de normes sanitaires, mais aussi pour aménager ces parcours, proposer de nouvelles offres. On le verra par exemple avec le musée de l'Armée qui a proposé un ensemble d'offres assez intéressantes à décrypter. Donc aujourd'hui, et surtout en fait dans le futur, où en est-on, et ce sera tout l'objectif aussi de nos réflexions, d'essayer de regarder vers l'avant. Donc en ligne, est-ce que en fait finalement, en cette période de reconfinement, on retourne à des pratiques telles que celles évoquées dans le premier confinement, alors que tous et toutes, nous travaillons, nos enfants sont éventuellement à l'école, donc nous continuons à garder une activité économique pour la plupart. Comment en fait on dégage du temps aussi pour se nourrir culturellement? Qu'est-ce que ça a changé finalement? Qu'est-ce que les institutions culturelles ont appris finalement par rapport aussi à cette période, à cette première période de confinement, et qu'est-ce qui en ressort
Y a-t-il la même mobilisation des publics? Sont-ils les mêmes? Est-ce que les médias s'emparent, à l'instar du premier confinement, autant des propositions culturelles en ligne qui sont proposées? Tout un ensemble de questions aussi qui irriguent nos réflexions, notamment in situ. Est-ce que demain perdurera en fait des réflexes de réservation en ligne qui ont été beaucoup développés ces derniers mois? Est-ce qu'on va adapter les expositions et la programmation culturelle vers peut-être des, des propositions peut-être plus slow, entre guillemets, plus de proximité? Va-t-on voir émerger de nouvelles offres de médiation en l'absence en fait d'un public international pour les grandes institutions culturelles et avec la volonté de mieux s'ancrer territorialement pour tous les lieux culturels et patrimoniaux de notre territoire? Toutes ces questions restent assez ouvertes. Donc c'est en ce sens que nous souhaitions en fait convier un ensemble d'intervenants pour poser des questions donc, sur notamment ce qui a été mis en place dans différentes institutions culturelles, à quel public ils se sont adressés, qu'est-ce qui a finalement muté, qu'est-ce qui a été changé dans l'approche en fait des publics, donc en quelque sorte comment avez-vous innové par rapport à ça, et finalement qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Un premier bilan qui bien sûr nécessitera d'être complété au fur et à mesure de de l'avancée donc de la situation sanitaire. Donc, nous allons accueillir au fur et à mesure donc Adrienne Mort donc de l'Œil du public, Franck Moulet du Musée de l'Armée, Flavie Bitton du Mémorial de la Shoah et Scarlett Greco, qui vont d'abord dans un premier temps, chacun et chacune prendre la parole pour introduire en 5 minutes donc comment ils ont vécu cette période-là et qu'est-ce qu'ils en ressortent, à la fois d'un point de vue d'institution culturelle, mais aussi en partageant les fruits d'une enquête, celle d'Adrienne Mort. Par ailleurs, en fait, suite à cela, nous adresserons un ensemble je poserai en fait différentes questions à ce panel d'intervenants pour pouvoir voir en fait dans quelle mesure on peut avoir des réponses multiples et transversales à la situation qu'on est en train de vivre. Et puis enfin, il y aura un temps dédié bien sûr au public, à vous, où Alexandra Dervaux de la DPMA synthétisera et priorisera quelques questions que vous avez pu poser dans le chat durant les différentes interventions et les adressera à notre panel d'intervenants. On clôturera ces différentes interventions par une restitution graphique par Alexandre Parizel. Donc, je n'en dis pas plus pour le moment, vous verrez un peu le résultat de ces différents échanges par la suite.